Canyon. That's where I long to be, with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette nouvelle émission. Très peu d'émissions pour ce mois de décembre. On va dire que Microciné va reprendre un peu du poil de la bête début janvier, je crois. Mais il y avait une émission que j'avais très envie de faire depuis un certain temps, pour pas mal de raisons. Quand j'ai créé cette chaîne, il y a maintenant bientôt 5 ans, il y avait une condition qui était assez importante pour moi, sine qua non, c'était aussi de m'intéresser un peu à ce qui se passait dans ce média qui est YouTube. Très important. Et il y a eu les faits croqués, bien évidemment, où je m'intéressais un peu, où je questionnais comment celles et ceux sur YouTube, principalement sur YouTube, questionner le cinéma, mais il s'avère aussi que sur YouTube, c'est ce qu'on appelait souvent des vidéastes à tort. Pour le coup, parfois, il y avait quelques-uns qui finissaient par devenir vidéastes. Je crois que mes invités d'aujourd'hui, ils ne sont pas devenus vidéastes parce qu'ils étaient youtubeurs. Je pense qu'ils ont eu le souci, le désir de fabrication d'images depuis un certain temps. Et je crois que YouTube a été une espèce de parenthèse enchantée, même si cette parenthèse n'est pas encore refermée. Il y a eu déjà un film il y a quelques temps qui s'appelait Jean Moulin versus l'Abbé Pierre, l'Abbé Pierre, voilà, qui était qui était peut-être une espèce de teaser. J'avais dit un peu tout ce que je pensais, plutôt le mal que je pensais de ce film qui était réalisé par Joseph Ali et produit par Guillaume Fesson Cinéma. Et puis, il y a un second film qui a été lancé sur les deux chaînes YouTube, Guillaume Fesson Cinéma et Joseph Ali, que vous connaissez très bien pour plein de raisons, mais surtout parce qu'ils sont déjà venus sur la chaîne, ce qui signifie le respect que j'ai pour eux. Et ce film, ce court-métrage avait été diffusé le 1er novembre 2025, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Voilà. Déjà, ça, on pourrait faire une émission de 5 heures sur le fait qu'ils aient choisi la date du 1er novembre 2025. Mais on va aller encore un peu plus loin. En tout cas, nous allons parler de ce film qui existe depuis maintenant plus de 48 jours. Ils sont là et on va voir le film. On va parler du film. Je suis très content de les avoir. Guillaume est le producteur du film qui s'appelle, parce qu'il faut quand même le dire, c'est L'Enfer est dans le pré. Et puis, Joseph Ali est le réalisateur, le cinéaste de ce film. Donc, avant de commencer, comment allez-vous, messieurs ? Bon, ça va, merci beaucoup, hein, merci de l'invitation. Non, mais c'est bien de se confronter à l'exercice avec un vrai critique. Donc, voilà. Je rappelle que la dernière fois que Guillaume est venu sur la chaîne, c'était pour parler du Peplum, et c'était une émission vraiment passionnante. Il y a plus de 2 ans, je crois, en tout cas. C'est une émission assez passionnante. La personne qui est ici dessous, c'est Joseph Ali, qui a sa propre chaîne YouTube depuis un certain temps. Il y a un soir très important chez lui, c'est le samedi soir, 21h30, 22h, on verra, ça va durer 3, 4, 5 heures. C'est une émission dans laquelle parfois ça frise la correctionnelle, mais je crois il est devenu de plus en plus gentil. Et j'ai assisté à certaines de ses émissions. Il y a de tout et de rien, et c'est très bien ainsi. Comment vas-tu, Joseph ? Ça va, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Merci à mon partenaire dans le crime d'être avec nous, et merci à toutes les personnes qui regarderont. Ça fait plaisir parce que, comme je t'ai dit, merci d'avoir pris le temps de regarder, même si c'est ton métier. Merci à tous ceux qui ont regardé, parce qu'ils sont quand même pas mal. Donc voilà, merci de prendre le temps. De prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de questionner le cinéma. Parce que, contrairement à Guillaume, moi, je ne pense pas être confronté, parce que je pense que le spectateur, le critique, chaque spectateur est unique, et chaque spectateur est une nécessité pour un auteur. Donc merci à toi. Allez, c'est parti. L'Enfer est dans le pré, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur les chaînes YouTube de Guillaume Fesson Cinéma et Joseph Ali. Mais ils m'ont donné l'autorisation et je leur remercie de projeter ce film sur la chaîne. Et ensuite, bien évidemment, on en parle. C'est parti.
Voilà. Laisse-toi faire. Allez, tu sors, allez, moi ça plaît. Avance, allez, allez. Écoute bien, Allez, lève-toi, rentre là-dedans. Lance là-dedans, là. Allez, va dans le coin là-bas, là. Allez, ça va bien se passer, Allez, couchez, c'est bien, couchez. Allez. De toute façon, ça sert à rien de crier, il n'y a personne qui peut t'entendre. Allez, couchez, c'est bien. Tiens, mange. Mange, j'ai dit. Putain, mais normalement, c'est pas aux gendarmes de faire ça. Ça doit faire la 13e baraque de bouseux qu'on se farcit. La 12e. Quoi? C'est la 12e, pas la 13e. Et heureusement que Nico et Stéphanie font l'autre côté. Ouais, bah n'empêche que ça me fait chier. Qu'est-ce que tu cherches? Mais t'as pas des bonbons ou des chewing-gums là? Depuis que j'ai arrêté de fumer, faut que je mâche ou que je suce un truc. J'ai bien un truc à sucer, mais t'es vraiment pas mon genre. Comics, ton plan A, hein. Du coup, je comprends pourquoi t'as fini flic. Putain, mais quelle idée d'habiter un trou pareil. Ouais. En tout cas, si on a besoin de renfort, faudra vraiment pas être pressé. Bonjour madame, vous êtes bien madame Bertrand? Oui. Je me présente, je suis l'officier Melan et voici mon collègue l'officier Grimaud de la police criminelle. Vous avez un instant à nous accorder? Entrez. Asseyez-vous. Vous voulez du café? Non merci. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez?
Bien, Madame Bertrand, nous enquêtons dans le cadre d'une affaire sur la disparition de 4 jeunes femmes dans le coin. Vous n'avez rien vu d'étrange ou d'anormal? Des disparitions, vous dites? Oui. Des jeunes femmes dans les dernières traces mènent non loin. Maman! Maman, maman, t'as pas vu ma passe coupante, maman? Espèce de malpoli, dis déjà bonjour. Et non, j'en sais rien d'où qu'elle est ta pince. Tiens, t'aurais pas vu des types bizarres de par là? Ils sont de la police. Paraît qu'il y a des jeunes filles qui ont disparu. C'est mon fils, Lucien. Il n'y a pas les lumières à tous les étages, mais c'est un bon petit gars. Et non, moi j'ai vu personne. En même temps, il en passe pas grand monde par ici. Oui, j'imagine. Oui, bien, Madame Bertrand, on va pas vous déranger plus longtemps. Je vais vous laisser la carte de visite de notre service. Si jamais vous voyez quelque chose d'étrange, n'hésitez pas à nous contacter. Putain, j'espère que la prochaine baraque, c'est la dernière, hein. Oh, mais on aura tout eu. Putain, le fils attardé. Ouais, je me disais pareil. Ils doivent se faire entre frères et sœurs dans le coin, non? Sinon, il y a quelque chose qui m'interpelle. Mais putain, mais tu fais quoi, là? Eh oh, c'est bon, c'est toi qui conduis, fais pas ta moralisatrice, hein. Putain, dès qu'il faut faire une connerie, toi, tu la loupes pas. Bon, sinon... Toi qui es du coin, t'es jamais venu par ici? Mais qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre dans un trou pareil? On sait jamais. Sinon, depuis quand t'es gaucheux? Mais putain, tu m'emmerdes avec tes questions. Arrête-toi là, faut que j'aille pisser de toute façon. Putain, le boss, c'est peut-être pas oublié d'être chiant. Je te dirais si je la tiens de la droite ou de la gauche. Oh putain, merde! Philippe, viens voir! Oh, faut changer le pneu. Oh, sérieux. C'est là, c'est derrière les cieux là. J'entends le sifflement, regarde. Pousse-toi, là, je vois rien. Regarde. Il n'y a rien, le pneu, là, qu'est-ce que tu racontes? La poisse, c'est que t'as oublié d'être con. Lucien! Lucien! Et putain, vous avez des téléphones, c'est pour vous en servir? Prépare une chaîne, j'ai du gibier. Dépêche-toi! Allez, Melot. Regarde ta copine. Allez. Allez. Avance. Allez, Melot. Là, je dis là. Là, allez. Là, Melot, là. Bouge pas. Tu vois, je savais qu'on aurait dû faire les autres maisons. T'es trop un bon flic, Philippe. Allez, qu'est-ce que t'essaies de faire? Reste par terre. Bah ça, relâche. Hein? Tu vois le malin. Tu vois pas le malin longtemps, malin. Tu vois pas le malin longtemps.
Coupe-lui un doigt. Ouais, tu te rien. Après tu le mangeras, tu sais. Arrête. Ouais, tu le mangeras. Ah. C'est le genou qui fait mal, hein, il me semble, hein, c'est ça? Voilà. C'est le genou qui fait mal. Tu crèveras comme moi. Après toi, t'es méchant, Blue, t'es méchant. Allez, on va couper là, on va couper. Regarde, on va couper, regarde. Lucien, Nicolas, ça suffit. Venez manger. Laisse-les. On va les laisser faire connaissance. Ah non. Laisse-les faire connaissance à maman. Faites pas de bêtises, hein. Lucien, ferme la porte. Maman, ton chili c'est vraiment le meilleur de l'univers. Merci, piston. Tu sais le secret? Tout est dans le choix de la viande. Et d'ailleurs, ton collègue, il a pas l'air bien épais, hein? C'est sûr, il n'y a pas grand chose à bouffer là-dedans. Ouais, il nous fera chier jusqu'au bout celui-là. Déjà que j'ai dû borner avec son téléphone de partout jusqu'à chez lui. Mais on n'aurait jamais dû faire ce côté-là du patelin. À peine il a vu Lucien, il a senti un quelque chose. Et tu sais, je le connais. Tôt ou tard, il aurait creusé. Mais t'as bien fait, mon fils. Tu sais toujours ce qu'il faut faire. Et lui, ben, on y prendra les cuisses et les fesses, et puis le reste... Lucien, le reste, il jettera au cochon. Et la fille, parce qu'il faut vite qu'on nettoie le coin. Et on ira chasser dans un autre département à partir de maintenant, ce sera plus sûr. Votre frère rentre vers 6h, donc après sa sieste, vous en occuperez. Lucien, tu iras préparer le plan de travail et la scie dans l'atelier. Tu veux du gâteau, mon fils? Non, merci, maman, t'es la meilleure. Pour toi, rien n'est assez bien. Ça déconne avec sa maison en attendant Jean-Marc. Tiens, viens, viens. Allez, Lucien, allez, viens un peu. À la soupe, à la soupe, à la soupe. Eh, vas-y. À la soupe. Bien grasse, ça, bien grasse. Là. Allez, dégueu, crache. La soupe. Putain. Déjà un peu là, il a à manger, il y a ça. C'est toi à côté. Eh bien, Lucien, on reviendra. J'ai quelques idées pour elle aussi. La soupe. Et nettoie mes pompes, en passant. On la fera mon idée. On va même faire mieux. Parce que si cette chienne peut tomber enceinte de ce couillon, sa viande en sera meilleure. Du coup, maman pourra nous cuisiner le petit lait dans son jus. Vous m'entendez? Vous pouvez marcher? Oh, Il y a ma note. Oui, elle est dans la poche. Il y a un double. Allons-y. Partons de cet enfer. Allez, prends-toi une bière, on va s'y mettre. On en a pour un moment avec eux. Tu sais que la saillie, ça prend du temps.
Moi je pourrais m'amuser avec la fille. T'amuser avec la bouffe. Prépare les torches et les sacs de chasse. Dépêche-toi. On va aller? On n'a pas le choix. Faut continuer. Samantha! Vous allez continuer toute seule. Je vais vous ralentir. Non, je vous laisse pas. Si, si, si. C'est votre seule chance de vous en sortir, d'accord? Souvenez-vous, chemin Thomas Le Sal, d'accord? Allez chercher des renforts. Allez, partez! Je reviendrai pour vous. Partez! Regarde. Ils sont pas loin. Ils sont passés là. Chope-le. Donne-moi la machette. Dans lui la jambe. Coupe, vas-y. Allez. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, faut prévenir la police. Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut prévenir la police, faut y aller là. Montez. Allez, dépêche-toi, Lucien, ça va attirer les flics. On va reconsidérer la question pour que tu t'amuses avec la bouffe, hein. Allez. Allez, dépêche. Je suis au dernier endroit où on l'a localisé. Je suis parti pour une bonne randonnée.
Je vais commencer de suite par une question extrêmement provocatrice. Je vais la poser d'abord au producteur, mais c'est de la même question que je pose au producteur et que je pose au cinéaste, Joseph Ali. Est-ce que vous aimez ce film? Est-ce que vous aimez votre film? Ouais, franchement, oui. Passer au-delà de certaines petites erreurs techniques, tout ça, ouais, j'aime beaucoup le revoir parce que je trouve que il est divertissant, que ça s'enchaîne bien. À chaque fois, je vois pas le temps passer. Ça faisait quelques semaines là que je l'avais pas vu. Je l'ai eu beaucoup vu à un moment. Et non, on échangeait avec Joseph en même temps. On se faisait là un commentaire, des petits commentaires. Et non, ouais, j'aime beaucoup ce film. Ouais. Moi aussi, beaucoup. Euh, je rejoins entièrement Guillaume. Moi, c'est même plus que. En fait, j'avais peur de plus l'aimer parce que je l'ai monté. Ouais, ça compte beaucoup aussi. Ouais. Et très souvent, quand tu l'as monté, tu t'es tellement tapé dans tous les sens que ton propre film, tu n'es plus capable de dire si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. Et là, c'est une des rares fois, quand j'ai souvenir même de courts-métrages ou même de clips que j'ai réalisés tantôt. Même Jean Moulin, l'Abbé Pierre, quand je le regarde aujourd'hui, ça me saoule tellement. Ah ouais, moi aussi, j'allais le dire. Je me dis, si je remets Jean Moulin à l'Abbé Pierre, tu vois, là, je me dis, oh, Tellement je l'ai trituré. Il y a un clip qui m'avait pris beaucoup de temps et beaucoup de galères avec beaucoup de matériel et des grosses équipes que j'avais montré à Guillaume d'ailleurs à l'époque, qui, quand je le revois, je sais qu'il est bien. Ouais, il est bien, non? Mais moi, il me saoule en fait, parce que moi, je revois toutes les galères que j'ai eues pour le tourner, le parking souterrain, l'effet spécial qui m'allait jamais quand on le faisait et tout. Enfin, là, j'ai pas ce problème. Là, je vois les erreurs et je sais à quoi elles sont dues. Donc, tu sais, quand on a sorti ce film, là, il y a énormément de gens sur YouTube qui te pointent du doigt les erreurs techniques. Tu sais, à un moment donné, le plan n'est pas stable. À un moment donné, tu as un focus qui se fait où il ne doit pas se faire, la lumière, des fois, voilà. Sauf qu'en fait, ce que les gens ont peut-être oublié, c'est que vu que je l'ai tourné, déjà, je l'ai écrit, je l'ai pensé, tourné, monté. Donc, je l'ai regardé 1 milliard de fois, donc ces erreurs, je les vois depuis les rushs. Je sais à quoi elles sont dues, etc. Donc, moi, ce film, je le kiffe, réellement, Moi, avec ses imperfections. Moi, je sais que j'ai toujours un peu quand je me lance dans un nouveau film, que ce soit là, la production ou la réalisation, je sais pas, il y a comme un peu un regard d'enfant en me disant toujours le truc que tu fais, ça va être le meilleur truc que tu as fait de ta vie, tu sais, d'une certaine manière. Et tu l'aimes En fait, tu aimes ton film. Bon, mais ça m'a jamais trop arrivé encore de directement à me dire putain, ouais, c'est pas top. Peut-être un peu la dernière fois, parce que le son, on avait dû tout redoubler, mais juste ça. Mais du moment en fait que tu vois, tu te dis ah ça y est, c'est le truc que j'ai fait qui va me permettre d'avancer tout ça. Puis en fait, tu fais le suivant et tu te dis oui bon bah en fait je peux encore faire mieux et machin et c'est comme ça qu'on avance, je trouve, dans la création. Et à chaque fois, il y a une chose nouvelle. Tu as appris du précédent et tu avances vers d'autres histoires et tout ça. Et puis moi, je pense pas qu'il faut regarder avec honte même ce qu'on a fait avant. C'est pour ça que il y a des fois, j'étais tenté, par exemple, si je prends l'exemple de YouTube, de supprimer tes premières vidéos que tu trouves nulles ou machin, mais je trouve que ça permet un peu de voir l'évolution, d'où tu viens, tout ça. Alors, des fois, tu as un petit pincement au cœur quand tu regardes, tu fais « Oh, dis donc, qu'est-ce que j'avais fait là ?» Mais ça fait partie de ton histoire et de voir comment t'en arrives là où tu en es, quoi. C'est un peu ton livre personnel, d'une certaine manière. L'écriture de ton histoire. Quand vous avez décidé tous les deux de travailler ensemble, quel était le point commun, le conducteur entre vous deux par le prisme du cinéma? Qu'est-ce qui vous réunissait dans le cinéma qui, pour vous, était inconcevable de ne pas se réunir pour faire des films? Alors,
déjà, je vais me permettre de répondre parce que je pense que le truc qui nous a déjà le plus unis autour de ça, c'est l'envie. Oui. On a une envie mutuelle, des fois, de faire des choses, pas les mêmes choses. Des fois, ça entraîne des discussions entre nous qui peuvent durer des heures sur le pourquoi on doit faire un truc ou pas. Mhm. Mais on a tous les deux une envie commune et similaire, les dents qui rayent le parquet à proprement parler. Tu vois? Mm. Il y a aussi l'expression d'une frustration de ne pas faire de ça et qui nous a réunis en se disant, tu sais, c'est aussi le côté, ah bah si moi je faisais, bon bah tiens, il y a aussi ça par-dessus. Et il y a un truc qui nous a fait, qui a créé une... Parce que ça, tu peux l'avoir avec plein de gens. Mais je pense que ce qui fait qu'on aboutisse des projets ensemble, il y a cette envie mutuelle et il y a aussi une complémentarité. Aujourd'hui, je serais mal placé pour la nier. Je sais que les films que Guillaume fait de son côté, comme ceux que moi je fais de mon côté, sont pas forcément les mêmes qu'on fait ensemble. Que ceux Non, qu'on ça fait c'est ensemble. vrai, ça, oui. Parce que Il y a plein de petites choses. Moi, déjà, j'écris pour Guillaume. c'est vrai. C'est-à-dire que la motivation principale qu'on a, c'est que Guillaume veut jouer, moi, je veux faire jouer. J'ai des textes. Guillaume est un réceptacle à texte et un transmetteur de texte parce qu'il est comédien. Il est plus qu'un acteur, c'est un comédien. J'insiste là-dessus. Et ça, c'est cette dynamique qui fait que je pense qu'on aboutisse les projets ensemble. Il a une grande envie de jouer. Moi, j'ai une grande envie de faire jouer. Et en tant que metteur en scène et réalisateur qui fait des choses aussi à côté sans Guillaume, le principal problème auquel je suis confronté avec les gens avec qui je travaille comme acteur, etc., c'est principalement que Guillaume a une envie que je ne retrouve pas chez d'autres. En tout cas, ils pensent qu'ils ont envie, mais ils ne l'ont pas. Parce que je sais que Guillaume va rouspéter, Guillaume va se plaindre, mais Guillaume va travailler ce que je lui dis de travailler. Si je dis à Guillaume, j'ai besoin que tu fasses 3 heures par jour de cette diction-là, il va m'emmerder, il va m'appeler, il va me saouler, mais il va le faire. Et à la fin, je l'ai vu 2 fois, le travail paye et il fait le travail. Donc, je pense qu'il y a cette envie commune. Tu vois, j'ai plein d'autres acteurs. Tu es obligé de passer par de la manipulation, limite, pour arriver à tes fins, en fait. Dans la manière avec laquelle tu gères l'acteur. Tu es obligé de le manipuler psychologiquement pour le faire arriver là où tu veux. Il y a une phrase que j'ai dit à Alicia au début du tournage. Je lui ai dit, il ne faut pas le prendre mal, mais je suis ton meilleur ami jusqu'au jour où je dirai fin de tournage. Ça te fera peut-être très bizarre, mais à partir du moment où j'ai tous mes shoots et où je n'ai plus besoin de toi, tu passes de meilleur ami à quelqu'un que je peux ne pas appeler pendant 6 mois. Alors que quand tu joues pour moi, je peux te demander de tes nouvelles tous les jours, si ça va et tout. C'est comme ça que je suis, parce que tu es mon acteur. Je dois tirer quelque chose de toi. Et avec Guillaume, je n'ai pas besoin de ça. Mais on sait aussi que dans une certaine manière, c'est que ça va nous coûter, tu sais, j'entends tout. Tu sais, je sais pas, c'est dans le nouveau film là que j'ai vu, Jay Kelly là, de Noah Baumbach. À un moment, il y a un professeur de théâtre qui dit à George Clooney, enfin le personnage de George Clooney, qu'es-tu prêt à sacrifier, tu vois, pour devenir une star, tu vois, d'une certaine manière. Il lui dit ça, et c'est un peu en se disant, c'est que c'est pas qu'on joue notre vie à chaque fois, mais qu'on se dit, tu vois, que il y a un peu cette idée-là, c'est qu'il faut qu'on fasse, quoi. On n'a pas le temps. Voilà, on se dit souvent, putain, on se dit souvent, ouais, par téléphone. Et c'est toi qui me le dis en premier. Je dis, mais j'ai pas le temps. Oui, il faut que je fasse. Et pourquoi t'as pas le temps? Pourquoi t'as pas le temps? Parce que la roue tourne. L'horloge, pardon, tourne. Ce que je vais dire est très grave, mais il faut essayer de rester. Les années passent et je perds beaucoup de gens prématurément. Et je me dis, et on m'a dit, quelqu'un de très proche à moi aussi m'a confirmé
que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir envie et de ne pas le faire. D'avoir envie de savoir le faire et de pas le faire. En fait. Je dois mettre toute mon énergie pour le faire. Donc ça veut dire que, pardon Guillaume, je sais que tu vas dire quelque chose, mais ça veut dire en fait que le désir de cinéma, c'est aussi peut-être d'inscrire quoi que ce soit, quelque chose, avant que certains disparaissent. Je vais te dire, tu peux même aller plus loin. Guillaume est témoin parce que je lui ai dit cette phrase-là 3 fois, je crois. J'ai mal au dos quand je tourne. Je suis fatigué quand je tourne. Je deviens des fois même exécrable avec mon entourage. Il faut préciser, pardon Joseph de te couper la parole, mais dans le générique, parce qu'il faut toujours regarder le générique de fin d'un film, c'est très important. Et ben, c'est toi qui tiens la caméra, si j'ai bien compris. Tu es le directeur de la photographie. Sur ce film-là, oui. Sur ce film-là qui nous réunit. Donc, la plupart du temps, oui. C'est moi qui gère ça. Et je suis même plus que directeur photo, puisque je suis aussi cadreur souvent. Donc, ça va même l'extension de ça. Du coup, j'ai mal au dos. Je suis fatigué. Je ne dors pas parce que je n'arrive pas à dormir pendant que je tourne normalement. Parce que là, tous les plans sont en ébullition dans ma tête. Tout le processus de fabrication est là. Et je connais trop l'importance de la fabrication, de ce moment-là, du tournage, de ce que tu vas prendre, parce que tu n'auras plus rien d'autre après. Ce que tu pars là, tes rushs là, tu n'auras rien d'autre. Moi, je ne suis pas Warner. Il n'y a pas de reshoot à 50 millions. Ce avec quoi je pars sur le ScanDisc, c'est tout ce que j'ai. Donc, je dois faire que ça soit au moins acceptable par rapport à ma vision dans ma tête. Et le truc, j'ai dit à Guillaume, et je te le dis, j'ai l'impression que tout le reste de ma vie, je suis en pseudo-dépression. Et le seul moment où j'ai la sensation d'être en vie, c'est quand je suis en train de faire un film. En fait. Que ce soit le tourner, le monter, quand je suis vraiment dans la fabrication active, pas passive. Quand je l'écris, je le vis, mais quand j'ai fini de l'écrire, il faut que je le voie. Et pour le voir, il faut que je le tourne. Et il faut que je sois minutieux avec des trucs et tout. Et là, j'ai l'impression que je suis vivant, en fait. Le reste du temps, je me sens qu'à moitié vivant. Je me robotise pour la vie de tous les jours. Même j'appelle ça la transe créative, moi, souvent. C'est ça, et je me sens vivre, et c'est un pied que les gens ne peuvent pas imaginer, tu vois, quand tu as un truc dans ta tête qui est là, tu as un film à l'intérieur de ta tête, et qu'à un moment donné, tu le vois sur un écran, c'est comme si on t'enlevait un truc, comme un truc qui te gênait, que tu voulais sortir de toi. Et oui, il y a la transmission aussi. Ça rejoint la transmission, parce que quelque part, c'est peut-être le témoignage qu'on a été vivant. Parce que le moment où j'ai été vivant, c'est quand je l'ai fait. Oui, tu es vivant quand tu le fais, mais ça raconte quand même dans ce film des choses plutôt mortifères que vivantes, pour le coup. Et je crois, en tout cas, je peux me tromper, et j'en serais ravi de me tromper, pour le coup. Mais question très simple. Pourquoi l'enfer est dans le pré doit, un moment doit faire partie de ta vie? Pourquoi ce film doit faire partie de ta vie? Pourquoi cette histoire doit faire partie de ta vie? Qu'est-ce qui a fait que cette histoire doit exister? Pourquoi raconter cette histoire? Le début, ça commence toujours pareil. C'est qu'en fait, on faisait Jean Moulin et l'Abbé Pierre, et il regardait la route par où mon beau-frère, là, Antonin Lucien, descend. Il me fait putain, j'aurais bien un mec là. Puis j'ai un corps de ferme un peu autour de chez moi. Il me dit j'aurais bien un mec descendre, machin. Et puis là, des trucs et tout. Puis après, on part faire le tournage de Jean Moulin, donc avec l'exploitation et tout ça. Et puis, je crois que c'est 2-3 mois après, je le rappelle, je dis non. Puis moi, je cogitais de mon côté. Je disais, ouais, on pourrait peut-être faire ça. Tiens, je commence à regarder les lieux et tout ça, un peu à droite, à gauche. Je me dis, ah, ça, c'est faisable et tout. Puis, je l'appelle et je lui dis, dis donc, ton truc, là, de taré, là, tu serais chaud et tout. Il me dit, ah ouais, vas-y et tout. Je te ponds un scénar à la fin de la semaine, une V1, et puis, vas-y, on voit ce que ça donne. Et après, c'est à toi de dire, puisque c'est toi qui écris. Alors, ouais, c'est exactement ça. C'est que
comme beaucoup de choses que je fais, ça part d'un plan, d'une image que j'ai en mouvement. La quasi-totalité du temps, c'est en mouvement. Et c'est le soir, on est épuisé par le tournage, on doit aller tourner la scène en forêt. Et je vois cette lumière qui tombe, et en fait, je vois mon plan d'intro, le plan que tu as à l'intro, avec Antonin qui descend et entraînant les chaînes. J'ai littéralement toute cette séquence dans ma tête. Mais vraiment, c'est-à-dire comme tu la vois. Ouais, tu me Et l'avais décrit comme ça. Non, mais c'est vrai en voilà. plus. Je me rappelle bien. Ouais. Et du coup, cette séquence, elle reste imprimée dans ma tête, mais j'ai pas de raison de l'écrire puisque j'ai pas de fin. Et comme je crois que je te l'avais dit une fois, en règle générale, j'écris un film quand j'ai une fin. Sinon, j'écris l'idée, ça va sur un bloc-notes, mais je démarre pas Final Draft pour ça, tu vois. Je vais pas dans le... En fait, j'écris jamais scène 1, extérieur jour. J'écris pas ça tant que j'ai pas la scène finale du film. Donc, comme le dit Guillaume, il me dit, ouais, tu voudrais pas, on développe le truc. Et moi, j'étais parti sur pas mal Là, c'est le réalisateur qui voulait, parce que habituellement, ce que tu fais, c'est que tu écris une histoire et ensuite, tu as le scénariste dans toi qui a écrit, et après, tu as le réalisateur qui l'interprète comment il voit la chose. Là, ça a été un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'avais les références du réal. C'est un peu comme si on m'avait fait une commande dans ma tête. Ouais, ambiance un peu comme ça, ambiance un peu comme ça, ambiance un peu comme ça, écris-moi une histoire. Oui, c'est vrai. Et moi, derrière, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Oui, voilà, en fait, c'est là où je veux en venir. Mais J'ai pourquoi? compris, c'est pour ça que j'arrive là. Mais oui, et tu as compris pourquoi je prends 48 minutes pour te demander ça. Dans ma vie, déjà, j'ai toujours été très sensible aux violences corporelles faites aux femmes, pour la plupart. Extrêmement sensible. D'ailleurs, la première vidéo de ma chaîne, la chaîne du connard, et j'ai tenu à ce que ça soit la première vidéo de la chaîne, c'est une rétro du connard sur les accusés avec Jodie Foster. Exactement. Et depuis très très jeune, hein, j'ai toujours eu une sensibilité extrême aux violences faites aux femmes. On a ce point commun. Et comme tu le sais, beaucoup de réalisateurs, et malheureusement ou heureusement, j'ai ce point commun avec beaucoup d'autres réalisateurs, on met très souvent en image ce qui nous fait mal pour pouvoir exorciser un petit peu cette chose chez nous. À côté de ça, j'ai eu, grâce aux différentes vies que j'ai vécues, l'opportunité d'aller beaucoup en campagne française, en province, dans des régions un peu rurales. Et là, c'est le cinéaste et non pas le scénariste, mais c'est le cinéaste qui a trouvé des curiosités magnifiques, comme je les appelle. Il y a des curiosités magnifiques qui vont du plus étrange. C'est-à-dire que j'ai vu des fois des visages, et c'est réel ce que je te dis, dans des camps dans le sud de la France, de personnes du voyage. J'ai vu des visages dignes d'une revue qu'on appelait le Crapouillot à l'époque, tu vois. Ouais. J'ai vu tout ça, tu vois. J'ai vu le mec qui te tire au gros sel dans le cul quand tu es dans le champ de raisin en train de lui piquer le raisin. Oui, mais ces visages-là, on peut les trouver aussi. On peut aussi les trouver dans certains endroits dans Paris, je pense. Au niveau Oui, du mais si tu naturalisme. veux, Voilà. le contexte urbain, en fait, c'est là où on arrive au cinéma. C'est que je pense que la mise en contexte du cinéma permet ça. C'est pour ça qu'on décrit aussi, quand on écrit, on décrit un peu les décors dans lesquels on met nos personnages. Parce qu'il y a des moments où tu vas mettre le personnage dans un certain contexte et où le surlignage ne sera plus si évident. Ça va, au milieu de tout ça, ça va. Mais finalement, je me dis, qu'est-ce que tu veux écrire? Qu'est-ce que tu as envie d'écrire, Joseph? Et moi, je me dis, j'ai envie d'écrire un thriller avec une personne disparue. Parce qu'en ce moment, c'est un sujet aussi que
je travaille par rapport à un gros scénar à côté. Je me documente beaucoup sur ce genre de choses et tout. Je me dis, qu'est-ce que tu veux écrire? J'ai envie de te réécrire un thriller. Le réalisateur m'a dit qu'il veut une ambiance un peu comme ça. Donc, du coup, je vais faire un thriller horrifique. Donc, tu écris pour un réalisateur. C'est là où Non, Oui. c'est moi qui t'ai demandé le thriller. Non, oui, mais quand je dis ça, je parle de la démarche à l'intérieur de ma pardon, tête. autant pour moi. À l'intérieur de ma tête, c'est exactement ce que tu viens de décrire, Samir. C'est-à-dire que le réalisateur dans ma tête a demandé au scénariste dans ma tête d'écrire quelque chose et il lui a dit, tu fais ce que tu veux, mais je veux qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Et à partir de là, moi, j'ai voulu écrire un thriller horrifique. Derrière, il y a le producteur. Qui lui dit, dis-toi que tu as ça dispo, donc à toi de te débrouiller pour que ça rentre dedans aussi. Non, voilà, Oui, il me dit... oui, mais pardonne-moi. Là, on commence à... Non, mais c'est la discussion qui est belle. Mais elle est belle, je sais qu'elle est belle. Et je sais que je peux me permettre de discuter comme ça avec vous. On se connaît un peu, donc on peut se permettre. Tu dis une chose assez intéressante, en plus qui me parle beaucoup, c'est-à-dire la violence faite aux femmes, dans tous les sens du terme. Ok, mais quand on voit le film, alors, sur plusieurs aspects, qu'ils soient formels ou même voire des aspects musicaux, il y a ça, quand on est un petit peu cinéphile, ça nous ramène à Massacre à la tronçonneuse. Bon, Massacre à la tronçonneuse, les années 70, il y a un contexte, cette violence-là, et autant que, et bizarrement, on a toujours l'impression que Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui est pleinement horrifique dans le gore, mais en fait, on se trompe un peu. Ce n'est pas totalement un film gore. Et je l'ai revu récemment pour préparer cette émission. Non, c'est différent. Et puis, cette violence-là, quand on voit le film, pour moi, le moment le plus magique et insupportable, c'est le dîner. Le dîner, où il se passe un truc entre l'ancienne génération, la nouvelle génération, et puis cette jeune femme qui est censée représenter un peu le progressisme 70s, auquel je m'identifie pleinement et je ne regrette pas ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui fait que cette violence-là, elle part, enfin, elle n'est pas jetée au pâturage. Il y a un lien avec beaucoup de choses. Bon, moi, quand je découvre ton film, cher Joseph Ali, là où je me commence à me poser une question de cinéma, c'est bon, il prend le temps. Ça veut dire qu'il nous installe, il convoque la durée, il nous installe dans un rapport avec la violence. Et là où je veux en venir, c'est que je n'arrive pas à comprendre le sens, la dialectique de cette violence-là. Et j'ai cette sensation, mais je me trompe peut-être, et je serais très enchanté d'être contredit, j'ai cette sensation que cette violence-là, on dit souvent elle est gratuite. Oui, non. Pourquoi pas, elle est gratuite. Peut-être pas, je m'en fous. Mais je ne vois pas dans le film une idée de dialectique par rapport à cette violence. Et là, tu me dis, il y a le rapport aux violences faites aux femmes et tout. Je l'entends, je l'écoute, et je me dis, mais le film, il est là, il y a ça, où ça en est? Où ça en est tout ça? Et je n'arrive pas à percevoir cela. Mais je me dis que oui, ça part beaucoup, il y a une genèse de plans, et pourquoi pas? Mais à un moment ou à un autre, n'importe quel film gore dit quelque chose de la société, du rapport au monde et tout. Fulci, tout ça, voilà, Toby Hooper, tout ça. Et là, pour le coup, je me dis, mais il y a ça. Moi, je ne regrette pas qu'il y ait ça. Je ne discute pas qu'il y ait cette violence-là. Je ne la discute pas. Si tu as eu besoin de montrer ça, c'est que tu as une idée. Et moi, je ne contredis pas ça. Mais par contre, je n'arrive pas à la sentir, cette dialectique. Et toi, tu es en train de me raconter la violence faite aux femmes. Et je me dis, oui, mais d'accord, ok, là, je vois très bien. Mais peut-être que le film a besoin d'être accompagné pour le coup. Et si c'est accompagné, parce que sur YouTube, tu as énormément de gens qui se revendiquent fans de films d'horreur. Et c'est vrai qu'on avait fait quand même un truc de niche la dernière fois, quand même, très série B, tout ça. Et je m'étais dit,
Eh bien, il faut qu'on pense à un truc qui plaise aux gens. Tiens, ils aiment beaucoup l'horreur, on a cette idée-là. Pour moi, hein, attention, hein, je dis bien parce que c'est pas moi qui ai écrit le scénario, moi j'ai juste suggéré des choses. Et moi, en fait, il y avait une volonté aussi de provoquer et de pousser les potards à fond aussi, d'une certaine manière, sur la violence, les choses comme ça. C'est moi qui disais tout le temps à Joseph, je lui disais, mais plus. Et voilà, après, donc, Joseph va finir la réponse. Moi, je n'étais que là, à dire, je veux plus, pousse encore plus, fais ça. Attention, parce que, par exemple, je vais te prendre un exemple simple de violence qui choque visuellement, parce que c'est ce qui a choqué dans mon entourage. D'accord? Même mes propres filles, parce que je n'ai que des filles. Moi, j'avais envie qu'on se fasse remarquer, voilà, aussi, pour ma part. Mais néanmoins, toutes les scènes de violence que tu vois, à l'origine, elles sont écrites par moi. C'est-à-dire, Guillaume m'a pas dit Ah oui, tout à fait. mets-le par terre avec un entonnoir sur la bouche. Par contre, ce que Guillaume a fait, c'est que quand j'écris il est par terre, on lui remplit la bouche, Guillaume me dit ouais, on le gave encore plus, tu vois. Voilà. Même chose. Quand on écrit, quand Guillaume me dit ouais, on a une bagnole, on a une bagnole à exploser, démerde-toi, écris une scène où il faut qu'on C'est que j'aimais pas la fin de base aussi. Voilà, il a eu raison, là-dessus, on en a déjà discuté 1 million de fois. Mais moi, j'écris la scène, lui, il me dit ouais, plus de sang, tu vois. Ouais. Quand j'écris la scène de la section de doigts, la V1, il me semble qu'elle est hors champ. Guillaume me dit non, vas-y, on peut le faire. Est-ce que tu penses qu'on peut le faire? Et là, il Après, pose la question. j'ai organisé. Mais Ouais, parce plus de qu'après, je faisais sang mes ou plus de sang ou plus de sens? Plus de sang. Oui, mais oui, j'ai compris. Mais maintenant j'arrive. Mais plus de sens? Là, je répondais à la suite de ce qu'a dit Guillaume. Maintenant, je vais répondre à ce que tu m'as dit juste avant. Je vais m'expliquer très clairement. Il n'y a aucune violence gratuite dans ce film. Même quand on m'a demandé de pousser des potards, c'est moi qui écris. Je m'interdis. Une des deux choses que je m'interdis, c'est la bagarre gratuite. La bagarre dans un film, une scène d'action qui ne fait pas avancer l'intrigue, je ne la mets pas. Et Guillaume le sait. Ah bah si tu m'avais écouté, il y avait encore plus de trucs. Oui. En fait, moi, je pars d'un principe simple. Si je fais une bagarre ou une scène d'action, une poursuite, des explosions, ce que tu veux, c'est bien, c'est cool, c'est de la technique. Il y a de la pyrotechnie, c'est du divertissement. Mais si ça sert l'histoire, sinon, j'en ai rien à foutre, je ne le mets pas dans mon film. Ça, c'est mon premier point. Je ne mets jamais de violence gratuite dans un scénario. C'est une chose que je m'interdis littéralement. Dans ce film-là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que la base même du film est dans l'ultra-violence. La genèse même du film naît dans un plan qui lui-même sort de l'ultra-violence. Je m'explique. Tu vois, la scène qui a posé le plus de problèmes, c'est la scène d'ouverture. La femme tenue en laisse par terre comme un chien. Okay. Mais qui est la plus réussie, peut-être, je pense, du film. Merci beaucoup, parce que c'est une de celles que j'apprécie le plus. Le fait est que si l'histoire s'arrête à tiens, mange, je suis la plus grosse merde de ma vie et je renie tout ce que j'ai fait. Parce que ce tiens, mange ne fait du sens que parce que c'est elle qui libère le flic après. Parce qu'en fait, dans ma manière d'écrire, c'est moi qui ai écrit, je peux te dire comment j'ai pensé. Bah, j'espère, oui, mais dans ma manière d'écrire, j'ai dit. Mais elle est intéressante cette séquence parce que elle est censée dire un peu ce que le. Tu sais d'où elle vient? Oui, mais elle est censée dire un petit peu vers quoi le film va, et c'est très étrange parce que le film ne va pas vers cette séquence qui est la séquence d'ouverture qui annoncerait. Et c'est ça qui est un peu complexe. Je referme ma parenthèse parce qu'il y a 2-3 choses à dire là-dessus. Je t'en prie, je t'en prie, et je m'en excuse. Vient d'une image réelle. Ça, Guillaume ne sait pas. En fait, dans mon subconscient, à chaque fois que je regarde des vidéos, à chaque fois que je tombe sur des trucs chelous,
ça crée un traumatisme et mon cerveau qui est je fabrique des images. Donc, mon cerveau, quand tu lui envoies une image, c'est pire que quand tu lui envoies un bruit parce qu'il va stocker son image, même si il va la stocker et un jour ou l'autre, je vais te la recracher. OK? C'est comme ça que je fonctionne, j'y peux rien. J'ai pas envie de me soigner parce que ça me permet de faire des films que je kiffe. Du coup, cette scène-là, elle vient de quoi? Un jour, je tombe sur un fichier corrompu et quand je l'ouvre, je vois un enfant qui est assis par terre, nu. Je ne comprends pas ce que je vois. Je fais avancer la vidéo et je m'aperçois que cet enfant, il est tenu par une laisse attachée au radiateur. C'est Et c'est une la vidéo, combinaison de cette image-là. c'est une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, Non, c'est ça? non, 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 non. J'avais téléchargé un film, mais ce n'était pas le film. D'accord, ok. Il y a prescription, hein, c'était à l'époque. C'était ému. J'ai même fait un rapport à la gendarmerie du 15e après. Au commissariat du 15e. Donc, j'avais cette image-là que j'ai mis là. Quand j'écris, moi, mon objectif au tout début de mon écriture, c'est que cette meuf-là, elle commence comme une victime, mais qu'en fait, c'est pas une victime parce qu'en fait, on est une victime quand on a arrêté de se battre. Et elle va jamais arrêter de se battre. C'est ça le truc. Maintenant, je finis pour que tu comprennes bien comment Ouais, moi bien j'ai sûr. procédé. Bien sûr. J'ai voulu dans mon scénario la montrer plus bas que terre, au sol, littéralement. La meilleure manière que j'avais de la montrer au sol pour pouvoir sortir cette image de moi, c'était comme je l'ai montré là. Après, je voulais la montrer comme une personne passive à cause du trauma. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu prends une femme qui se fait battre par son mari au quotidien, le seul moment où elle n'est pas passive, c'est quand elle est victime. Le reste du temps, elle est très passive. En tout cas, moi, c'est ces femmes-là qui m'ont le plus touché. Par contre, chez ces mêmes femmes dont je te parle et qui, moi, m'ont marqué, le trait de caractère que j'ai vu, c'est elles encaissent beaucoup, mais il y a un jour un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer un jour. Et c'est limite si c'est une autre personne que tu vas avoir en face de toi ce jour-là. Ça peut être un jour, cette femme-là, elle va pouvoir se faire tabasser par son mari tous les jours devant ses gosses. Elle dit rien. Mais le jour où le mari, là, tabasse un des enfants, comme elle se fait tabasser, je ne sais pas pourquoi il y a un déclic dans ça. C'est un exemple grossier. Mais là, en l'occurrence, cette femme-là, elle a été passive. On a ramené une victime de plus. Et cette victime, dans la manière avec laquelle j'écris, elle se fait la victime, qui est la femme, se rend compte qu'en fait, faut te réveiller parce que même ce qui est censé t'aider, c'est par terre devant toi avec un doigt en moins en train de chialer. Donc maintenant, prends les choses en main. On se barre d'ici. Elle fait preuve de résilience, oui, c'est sûr. Et elle part. Et elle le tire. Et dans la forêt, elle l'invite à se relever. Il ne se relève pas. Elle s'en fout. Elle traverse les champs pieds nus. Elle sort du champ. Elle part. Et ce que tu ne sais pas, enfin, tu le sais puisque je te l'avais dit déjà avant, en règle générale, 98% des courts-métrages que j'écris, c'est des courts-métrages qui sont ouverts sur des longs, avec des fins ouvertes. Et là, en l'occurrence, si je devais écrire une suite, sans spoiler ma propre suite, mais je pense qu'elle les bute tous. Mais pourquoi tu as besoin, et Guillaume, n'hésite pas à répondre en tant que producteur et comédien, pourquoi tu as besoin, Joseph, parce que là, c'est très très clair en fait ce que tu racontes. Les intentions de ce film sont extrêmement claires. Et pourquoi tu as besoin, pour le coup, parce que ce que tu me racontes là, c'est un autre film. Non, justement, parce que c'est ça mon kiff. Mais c'est un autre film. Mais alors, là, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu schizophrène dans ma tête, parce que là, c'est l'artiste maintenant qui te parle. C'est plus ni le réal, ni le scénariste, c'est un artiste qui te parle. Mon kiff en tant qu'artiste, ok,
ça a toujours été comme ça, que ce soit dans la musique ou autre. C'est de te parler de choses d'une certaine façon, mais d'une autre façon que celle dont on devrait te parler de ces choses. Mais on ressent pas. On Bah, ressent si, pas. c'est ce que j'ai fait. Alors, pardon, excuse-moi. Je ne ressens pas finalement les intentions premières que tu es en train d'évoquer par rapport. Mais c'est aux justement violences là où l'artiste a réussi son truc, puisque le but, c'est que tu ressentes l'inverse, tu te dis, c'est pas possible de ressentir l'inverse, donc je vais essayer d'aller plus loin. Et là, tu arrives à mon truc. Typiquement, c'est comme si tu prenais un morceau, tu vois, un morceau dansant. Il y a un morceau, je vais citer un rappeur pour que tu comprennes un peu mon allégorie. À un moment donné, on demande à DMX, paix à son âme, de faire un morceau. Les mecs lui ramènent un morceau de club, ok, avec des sifflets, une grosse rythmique club. Et lui, il est énervé ce jour-là. Et il veut pas rapper. Et les mecs le saoulent. Vas-y, va rapper, on n'a que 8 heures en studio, machin. Il va, et le texte qui sort, dans certains trucs que tu vois, c'est un peu comme. Il va te parler de fête tout le temps, mais à un moment donné, il va te mettre un truc qui n'a rien à voir, où il va clasher un autre rappeur, où il va te parler de ceci, cela. Et en fait, ce titre, c'est Party Up. Un titre qui s'appelle Party Up de DMX. Et ben ça, pour moi, c'est mon kiff. Tu vois? C'est ça mon délire. Maintenant, là, peut-être que je l'ai mal fait ou peut-être que je n'ai pas réussi à le retranscrire. Mais en général, c'est ça. Et sinon, pour ce qui est du propos de mon film et de la violence, il n'y a aucune violence qui est gratuite. Soit la violence que tu vois à l'écran, elle sert l'intrigue. Quand on lui coupe un doigt, quand on lui le frappe, ça l'affaiblit. C'est ce qui va l'empêcher plus tard de finir de courir. Quand on le gave, tu pourrais te dire que c'est de la gratuité, mais c'est pour te rappeler qu'il y a un sous-texte cannibale. Et quand tu me parles de l'hommage, en fait, l'hommage scénaristique à Massacre à la tronçonneuse, il est dans une phrase. Tu sais très bien, mon fils, tout est dans le choix de la viande. Oui, mais il y a un moment, un début de musicalité, puis bon, voilà, il y avait pas mal de choses. Mais c'est pas grave. Maintenant, c'est pas un remake. Maintenant, absolument oui. pas. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Il y a sans doute, et je peux comprendre aussi la frustration de quelqu'un de se dire, putain, mais tu aurais pu me dire tout ça autrement. Je comprends. Mais je pense que tu oublies aussi la volonté divertissante de la chose aussi. C'est que on s'était dit, on s'était fixé à se dire, on fait un film d'horreur, on fait une proposition, mais on le fait à fond, quoi. Ils sont tous. Oui, mais on peut faire des films d'horreur et c'est très bien et c'est un juste titre. Mais si on en reste, je crois, hein, et peut-être que je me trompe, mais si on en reste uniquement à vouloir faire des clins d'œil ou des kiffs, c'est-à-dire faire en sorte que à ce moment-là, techniquement, ça fonctionne, ok. Et alors? Et maintenant, on va où? Chaque geste, chaque production, quelle que soit la distance qu'on a avec le rapport à l'art et tout, il faut quand même que ça dise quand même quelque chose. Si ça ne dit rien, alors c'est un exercice de style et j'ai envie de vous dire, bon bah peu importe, parce que si ça ne reste qu'un exercice de style, il faut savoir qu'une centaine, 200, 300, 500 personnes en France, hein, je reste en France, nous sommes en France, font la même chose que vous. Et alors, où est l'originalité de tout ça? Et c'est pas intéressant. Non, maintenant, si on fait un film où on raconte ça, il faut quand même qu'on ait une perception de deux choses. Bah, du style de celui qui raconte l'histoire et qui la filme, et puis surtout, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Alors, déjà, tu as répondu toi-même à la question, puisque la première chose que moi je fais, et qui je pense va dans ton sens, moi, quand je te mets les images sous les yeux, il y a deux choses que je fais. La première chose, c'est de te dire qu'est-ce que moi je vois dans ma tête pour te raconter ça. Bien sûr. Et il y a une deuxième chose que je fais, c'est que je te pose une question. Qu'est-ce que toi, et tu y réponds. Et
il y a une chose qu'il faut être conscient, c'est que, alors je suis peut-être chelou, étrange comme être humain, mais quand je pose une question, je m'efforce de ne jamais, et c'est un point très important chez moi, de ne jamais accepter d'être déçu par une réponse. C'est très important chez moi. Donc, quand moi, je te dis ce que j'ai à dire, j'ai été très clair et je peux l'expliquer. Comme je te dis, qu'est-ce que ça dit? Il y a une femme qui est prise en otage à un endroit. Moi, ça c'est le conteur d'histoire qui te dit. Il y a une femme qui est prise en otage à un endroit. Cet endroit, je te l'ai montré. À côté de ça, en parallèle, on a une intrigue policière avec 2 policiers qui cherchent quelque chose. Il s'avère que l'un de ces 2 policiers fait partie de cette première famille, parce que dans l'écriture, j'ai la culture que Guillaume appelle la culture du twist. Oui, J'aime c'est bien vrai. mettre ça dans mes histoires. Mais au final, quand tu veux aller plus loin sur ce que j'ai écrit et ce que je veux questionner chez l'individu, c'est quand je te montre ça, à quoi toi ça te fait penser? Quand ensuite, alors après, il y a la phase divertissante, mais que j'aime faire, c'est toute la scène de dialogue entre Guillaume et son collègue, et la scène, le dialogue à 3 avec la mère. J'ai aimé écrire ces dialogues à 3 parce que quand je remplace, parce qu'en fin de compte, moi, ça, c'est mon exercice de style. Là, c'est du style. C'est remplacer Antonin par Kevin et Kevin par Antonin et montrer au spectateur qu'en fait, depuis le départ, je t'ai montré qu'il y avait une interaction entre ces deux-là. C'est je m'amuse. C'est comme quand au début du film, je laisse exprès la voiture garée en haut Oui, c'est vrai. Ouais. pour te dire J'avais que, oublié ça. en fait, depuis le début, je t'ai déjà dit qu'il y a des twists. Ça, c'est mon amusement personnel. C'est mon sadisme personnel. Mais à côté de ça, chaque chose que j'ai dit dans le film, elle va te questionner. La consanguinité. Qu'est-ce que tu en penses? Les relations de travail avec la vie que les gens ont après le travail, qu'est-ce que tu en penses? Le favoritisme dans une famille, qu'est-ce que tu en penses? La torture physique, quand on coupe un doigt, est-ce que ça t'empêche de manger? Moi, non. Tu vois? La torture physique, est-ce que tu tournes les yeux ou pas? Parce que si tu tournes les yeux, ça veut dire que ce que tu ne sais pas, c'est que je te l'ai dit au tout début. Ça concerne 40 000 personnes par an, là où tu vis actuellement. Donc voilà tout ce que je dis, en fait. Donc non, je ne dis pas rien. Voilà tout ce que je dis. Maintenant, Je n'ai pas dit que tu ne disais rien. Hein. Maintenant, la Je manière dis que avec laquelle je le dis, et ça, c'est un truc que Guillaume et moi, on a en commun aussi, c'est que la manière avec laquelle je le dis doit être sous couvert de divertir la personne qui regarde. Pour qu'au bout des 22 minutes, elle se dise « Putain, j'ai pas vu le temps passer. » OK? C'est vrai qu'on s'est pas mal assis à regarder, enfin, on s'est posé à des moments en mode spectateur à se dire mais est-ce que j'aimerais voir ça? Est-ce que ça plaira aux gens aussi d'une certaine manière? On s'est beaucoup dit ça. Typiquement, mon prochain film, pour moi, le prochain film que j'ai en projet, il y en a 2 qui sont en projet. Typiquement, tu sais, on avait fait fun de ça, on avait fait un peu d'humour avec ça dans mon chat. Quand j'avais dit, ouais, c'est calibré festival, machin, le truc. Mmh. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est pas le mot festival est mal choisi. C'est surtout que mon prochain film, c'est un film pour moi. Pas pour. C'est-à-dire, c'est un film en mode, je ne veux pas vous divertir, en fait. Je m'en fous que vous soyez divertis. J'ai C'est envie de marrant vous qu'on dire. soit parti sur ces choses-là, chacun de notre côté un peu. Voilà, tu vois. Parce que moi, je suis parti sur un truc, Joseph l'a déjà vu, et c'est vraiment aussi, c'est en mode j'ai des choses à raconter et C'est ça. qui me font chier, quoi. Je m'en fous que ce soit votre délire ou pas, en fait. C'est la nuit d'un mec en dépression. Donc, je m'en fous que vous kiffiez ou pas. Ce que j'ai à vous montrer, je vais vous le montrer quand même. De la manière avec laquelle je veux vous le montrer, c'est-à-dire, j'ai pas envie que j'ai envie. Le prochain film, j'ai envie qu'au bout des 13 minutes,
ou des 10 minutes, et les mecs se disent « Ah ouais, ça fait du bien quand c'est fini quand même, hein, parce que frérot, ça donne pas envie de faire la fête. » Après, il y a une dimension qu'on n'a peut-être pas parlé. Il y a un côté très expérimental aussi, puisque moi, ça fait quelques temps que je me suis lancé un peu là-dedans, mais ça fait pas non plus hyper longtemps. Joseph, tu m'avais dit un truc une fois, tu m'as dit avec ton phrasé, ah petit con, toi tu t'y mets, ah tu m'as donné envie de m'y remettre. Je me rappelle, tu m'avais dit ça une Ça fois. faisait 21 ans que j'ai fait mon dernier court-métrage à plus de 21 ans avant l'abbé Pierre. Et il y avait des choses à expérimenter en termes techniques, VFX, des machins, parce que ça pousse pas mal la créativité aussi. Par exemple, le coup du doigt coupé, alors peut paraître gratuit, certes, mais après, il y a la signification aussi qu'a donné Joseph, mais il y avait aussi un côté, est-ce qu'on peut y arriver aussi à faire ça? J'avais trouvé une prothèse, un machin, des durites, des trucs. Il y avait un côté, est-ce qu'on peut y arriver? Par exemple, il y a tout un effet qui a un peu foiré, qui est dommage au final, c'est à la fin, mais c'était un côté expérimental où mon beau-frère, qui joue Lucien, a créé tout un système pour faire des giclées de sang avec une bonbonne de gaz qu'il a vidée mais remplie d'air comprimé, tout ça. Donc il y a un côté un peu ludique aussi. Enfin, le genre de l'horreur a un côté ludique qui se prête à l'expérimentation, et on le voit aussi, je pense, dans l'histoire du cinéma où beaucoup de réals ont commencé par le genre de l'horreur qui leur permet aussi de s'éclater, de montrer aussi de quoi ils sont capables. Quand je vois ce film, la première question que je me pose, c'est c'est Alicia. C'est la personne qui joue ce rôle, le rôle important. C'est pas évident. C'est pas évident de le voir, ce film, par rapport à Alicia. Parce que, encore une fois, je suis absolument pas contre le fait que des cinéastes, hommes et femmes, très souvent ce sont des hommes d'ailleurs pour le coup, demandent au cinéma une certaine durée pour marquer les choses. L'un des exemples les plus frappants, c'est Ridley Scott avec Alien et Sigourney Weaver. On a souvent tendance à dire que Ripley est un personnage féminin très fort, c'est une espèce de badass. Moi, je suis d'avis de dire que non, je pense que c'est plus un fantasme masculin qu'un personnage féminin badass, mais peu importe la question. En tout cas, moi, quand je vois ce film, je me dis à un moment, je sors du contexte filmique, je me dis, mais comment Alicia a joué ce personnage, comment elle a accepté aussi d'être captée de cette manière-là. Et je ne remets pas en cause, bien évidemment, parce que c'est pour ça que c'était important aussi, Joseph Ali, que tu expliques dès le début de l'émission, non pas que tu te justifies, on n'est pas dans un tribunal, mais que tu te justifies. Et sans que je te pose la question, tu nous as dit, voilà, moi, j'avais envie de faire un film sur ça, à savoir les violences faites aux femmes. Et voilà. Après, on peut ne pas être d'accord sur la manière que tu as de questionner cela, mais c'est pas très grave, mais c'est juste une conversation une conversation autour d'un film. Mais moi, c'est vrai que la première question que je me suis posée, ce n'est même pas de savoir est-ce que le film a fonctionné en moi ou pas. Bon, je pense que vous avez deviné que le film n'a pas du tout fonctionné en moi, mais je vous avouerai que la première question que je me suis posée, c'est mais comment elle va? Comment elle va, elle? Ah bah alors, moi, je vais commencer parce que moi, j'ai pas le fond de la conversation de comment il l'a convaincu. Parce que quand il me dit, ouais, Alicia, je dis Alicia, je lui ai dit, je sais pas si déjà elle a les capacités en termes d'actrice, puisqu'elle débute quand même. Et je lui ai dit surtout, je sais pas si elle va accepter. Mais je lui ai dit, Ouais. je vais commencer à regarder quand même au cas où. Et après, Joseph, il m'a dit, t'inquiète, je m'en occupe. Bon. Et donc, il a dû lui dire quelque chose qui a fait qu'elle a accepté. Je veux remercier, jeter des fleurs, des louanges et plein de paillettes à mon actrice que je kiffe. Alicia, je te fais des gros bisous si jamais tu tombes sur cette émission. Merci, merci, merci. Je te remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance. Donc, merci, merci, merci beaucoup.
et d'avoir été la merveilleuse actrice et la merveilleuse collaboratrice que tu as été, je le dis du fond du cœur. C'est vrai. Et tu es même mon ami. Donc, Alicia est une femme très intelligente et déjà, il faut comprendre que moi, j'ai écrit avec la vision d'Alicia. C'est vrai. Ouais. C'est Alicia que je vois. Tu sais, quand tu écris, une image. Des fois, c'est Ana de Armas, des fois, c'est Alicia. Là, c'était Alicia. Et du coup, moi, je savais qu'elle y allait y arriver. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en mes acteurs. J'ai confiance en notre collaboration et j'ai confiance en ce qu'on va chercher, ce qu'on va essayer de trouver ensemble et qu'on va trouver. On le trouvera. Et au final, je vais te répéter ce que je dis toujours à mes acteurs. Si tu n'es pas bon, c'est ma faute aussi. Parce que c'est moi qui sélectionne les prises. Et surtout, moi, je suis un metteur en scène chiant parce que je demande des répétitions systématiques. C'est vrai. Beaucoup de répétitions en amont. Là, déjà, la particularité par rapport à Alicia, qui m'a amené à te répondre totalement à ta question, la particularité, c'est que moi, déjà, je savais Alicia capable de le faire. Déjà. Parce que je vois le talent qu'il y a en dessous. C'est un truc que tu peux demander à Guillaume, je pense. Maintenant, il sait. Tu avais un doute juste, est-ce qu'elle allait accepter? Voilà. J'ai discuté avec Alicia, je lui ai expliqué, comme je t'ai expliqué, parce que je suis honnête dans ma démarche. La fille, ce que je veux montrer, c'est que c'est une victime. Ok. Je te la montre comme victime parce que c'est souvent le point de vue qu'on a d'extérieur. Elle est passive, mais au final, c'est elle qui va le tirer vers le haut et c'est elle qui fuit. Parce qu'au final, dans l'histoire de mon film, c'est pas le mec qui réussit à les tirer de là, c'est elle qui part. Et ce qui la motive, c'est se dire merde, faut que je bouge mon cul parce que là, c'est chaud. Si ça, c'est le keuf, je suis vraiment dans la merde. Donc, du coup, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, par contre, je ne t'oblige pas à accepter. Je lui ai dit ce que je dis à tous mes acteurs à qui je demande une implication émotionnelle ou des choses comme ça. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, et je ne te mettrai jamais en danger. Et je vais aller plus loin pour t'expliquer à quel point Alicia a été professionnelle et à quel point elle est louable. Tu vois le plan à la fin dans le champ, quand elle sort du champ au petit matin? Je lui dis, mets des baskets, il y a des orties là-bas. Je lui dis, mets des baskets, moi je me démerde. Je vais cadrer juste, t'inquiète. C'est moi qui cadre, je me démerde. Elle voit que j'ai un petit tic parce que du coup, ça m'oblige de perdre un peu de profondeur de champ et d'impact, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu sais ce qu'elle fait? Elle me dit non, 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 vas-y, c'est bon. Elle enlève les ponts, elle balance les ponts, elle part en courant. Elle me dit, tu me dis stop quand c'est bon. Elle part en courant. Quand on va dans la grotte, alors après, ça, tu peux pas le voir, il n'y a pas de making-of. Mais je suis très protecteur avec mes Oui, acteurs. oui, ah bah ça c'est sûr. Puis Alicia, en plus, disons qu'en plus, elle débarquait pas dans un tournage Voilà, c'est la chelou. famille, tu vois. Elle nous connaît. Elle avait jamais tourné pour Joseph, mais elle a tourné 2 fois avec moi. Et même pour l'anecdote, enfin, c'est je me rappelle quand on a, parce que c'est pas la première scène qu'on a filmée quand elle, la première scène. Je vais vous dire, c'était nous. Parce qu'en plus, c'était une équipe essentiellement masculine, à part Kelly. C'était nous qui étions mal. Voilà, on était oh, merde et tout. On était vraiment comme ça. On disait ah, quand même et tout. Et elle, mais elle était bah alors les gars, qu'est-ce qu'il y a? Bah, non, mais rien. Pour te dire, il y a dans la scène, il y a, quand on est dans la cave, il y a des bouts de verre par terre. Okay. Quand je vois les bouts de verre, je stoppe tout et tout parce que j'ai peur qu'elle se blesse, tu vois. Mais elle, tu me crois qu'elle veut pas sortir du plateau? Ah ouais, elle était à fond. Elle les enlève elle-même. Une petite sauvageonne, Niel l'enfant sauvage.
Non, mais Et, le cœur, moi, c'est le cœur qui m'a impressionné. Je pensais qu'on allait devoir le faire autrement, mais et voilà. Et en fait, en fait, si tu veux, la générosité d'un acteur, moi, je l'ai remarqué. Et ça, tu sais quoi, c'est pas mon galop d'essai. Hein. Dis-toi, je me suis tapé des acteurs depuis 2000, depuis 2001. Tu vois, la générosité que va montrer un acteur dans son jeu est souvent à la hauteur de la personne qu'il y a au fond de la personne si tu creuses bien. puis Et il y a elle, aussi une honnêtement, notion. elle était extraordinaire. Et j'ai Il y a pas une eu de mal notion à lui d'ami. faire faire. Mais Je parce qu'en finis fait, juste. Astier disait aussi souvent, un acteur qui s'amuse est bon. Et en fait, je pense qu'elle s'est amusée aussi à C'est faire ça. ça. Ça fait partie des consignes aussi qu'on leur donne. Tu sais, moi, quand je dis à Guillaume, Kevin, Anto et tout, ouais, respectez mon texte, mais surtout, amusez-vous. On a répété pour que vous puissiez vous amuser aujourd'hui, en fait. Si je vous ai fait connaître votre texte par cœur comme si vous l'avez chié, c'est pour que aujourd'hui C'est vrai. vous puissiez vous amuser, en fait. On a répété. Et parallèlement à ça aussi, il faut savoir, ça c'est le petit truc, en fait, ils n'ont pas répété ensemble exprès. C'est vrai. C'est-à-dire que quand je m'occupais, parce que les répétitions de Alicia, c'était plus du coaching, puisqu'elle n'a pas beaucoup de répliques, c'était plus du coaching par rapport à ce que j'attendais d'elle, etc. Et j'ai refusé qu'elle assiste aux réunions avec eux, parce que je ne voulais pas qu'ils parlent ensemble. J'ai vu un film à l'époque où il y a une ligne de dialogue qui dit « T'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur ». Alors, après, Et là peut-être aussi, où ce que. Parce que moi, je n'ai lu des scénars de Joseph. Et c'est pas la même application. Là où l'histoire de dialogue, je te disais, des fois, vous aimez bien la bonne réplique. Mais j'ai lu, là, ça s'y prête bien. Ce que je veux dire, mais tu te rappelles le truc que tu m'avais écrit avec moi et Kevin? oui, Là, il y avait du dialogue profond. Là, c'était pas de la pas de punchline. Là. punchline. Oui. Ah non, c'était beau. Là, il y a un truc aussi, oui, que j'ai pas dit. Là, quand je l'embête et que je lui dis, ah putain, c'est dialogue. Parce qu'en fait, Joseph, quand on répète, il a sa musicalité en tête. Il a son truc. Je le vois, C'est des ça. fois, je répète comme ça. Et je vois, il est comme ça. Il écoute, il regarde pas. Et il fait, très bien. Non, mais elle est bonne. Je dis, mais la tête, je m'en fous. Non, et en fait, ouais, t'as ta musicalité en tête qui fait qu'il faut que ça tombe. Et après, là, quand je te disais, putain, il me fait chier, parce que, ouais, il regarde, il fait comme ça. T'as vu la virgule? Je dis, ouais, mais t'as dit qu'on pouvait adapter. Ouais, mais là, la virgule, tu la respectes. Non, mais c'est Là, génial il y ce a que un tu viens de point. dire. Ça, c'est génial. La virgule. Ah, il La me dit, virgule, c'est une ponctuation. La mais là où il ponctuation, est c'est quoi? emmerdant, c'est qu'il me dit, ah, tu peux réadapter. Puis après, il me reprend. Il y a un point. Il y a une virgule. J'ai pas mis ça pour rien. C'est la rythmique. C'est- Exactement, c'est la rythmique. Il veut C'est la sa rythmique. rythmique, il a une Depuis musique. tout à l'heure, je vous écoute parler. Je vais juste vous dire un truc pour répondre très rapidement à ta question. Ce qui me plaît dans la punchline, et c'est un exercice. Alors, je ne me suis pas auto-analysé, donc je ne peux pas te dire d'où ça vient. Ça vient peut-être de mon amour du hip-hop ou de je ne sais pas quoi, ou des comédiens sur scène. Tu sais, juste avant, tout à l'heure, moi, cet après-midi, je regardais Richard Pryor. J'écoutais un disque de Richard Pryor. Donc, voilà, tu vois. Donc, moi, c'est, tu vois, le rythme de la phrase. Je vais te prendre un exemple très con où j'ai fait chier Kevin. La poisse, quand j'écris Ouais. la poisse, c'est que tu n'as pas oublié d'être chiant. Ah oui, c'était gouré, ouais. Moi, j'ai déjà dans ma tête Le montage aussi. le montage et j'ai surtout déjà la punchline finale de Guillaume avec la poisse, c'est que toi, tu n'as pas oublié d'être con. Je l'ai déjà en tête, elles se répondent entre elles. Donc moi, dans ma tête, ça me fait comme une partition de musique, en fait. Mais c'est antinomique avec Richard Pryor. De quoi? C'est antinomique avec Richard Pryor. Ben non, justement, tu sais pourquoi? Parce que Richard Pryor, si tu écoutes tous ses spectacles, il peut changer des tas de trucs, mais la rythmique reste la même. Mais il peut changer des tas de trucs. Moi, Mais oui. oui. Guillaume peut te le dire. Par contre, là, il ne le sait pas parce qu'il n'est pas rentré dans cette mécanique.
Mais il y a des fois, il va changer une réplique, je vais rien dire. Et lui-même, à la fin, il me fait « Et donc là, ça t'allait ?» Ouais, parce que tu as En fait, suivi la rythmique. c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu veux qu'il y ait une rythmique, une musicalité Oui, bien huilée pour que le jour, comme tu l'as dit tout à l'heure, le jour où on arrive, s'il y a pas, enfin, que la rythmique, en fait, elle soit imbriquée dans le cerveau et que même si ça part sur autre chose, tiens, par exemple, pour l'anecdote, je vais vous raconter, la scène où on coupe le dos à Kevin ne se passait pas du tout comme ça dans le scénario. C'est qu'en fait, il s'est passé un truc. C'est que Kevin, en fait, on n'avait pas prévu, il a les mains attachées dans le dos, qu'il n'arrive pas à se relever. Et en fait, il y a eu un petit blanc. Moi, j'ai enchaîné. Et en fait, on était avec les personnages, la dynamique, ce qu'il fallait dire. Et en fait, on est parti à faire cette scène qui est la scène finale dans le film. En fait, c'est juste qu'il faut qu'on. Au-delà de la rythmique, c'est aussi de la création de personnages et ce genre de choses, je pense. il y a les films ultra personnels. Il y a les films qui le sont un peu moins. Et il y a les films où tu essayes de mélanger un peu des deux. Moi, en l'occurrence, quand je travaille avec Guillaume, et ce, dans tout mon processus créatif, nous travaillons ensemble. Donc, forcément, dès le départ, quand tu travailles avec quelqu'un, moi, c'est l'expérience qui me l'a appris. Il faut qu'inconsciemment, moi, c'est comme ça que ça a marché dans ma vie. Il faut qu'inconsciemment, tous les deux, vous fassiez la concession d'accepter de vouloir vous plaire mutuellement. Oui. Donc, quand toi, tu vas réaliser une scène, ben, c'est un peu comme avec ta femme. Le premier truc qui est important, c'est que ça lui plaise à elle. Et l'autre va faire des choses pour que ça te plaise à toi. En l'occurrence, Guillaume, le producteur, ben moi, je vais faire une scène. Quand je vais lui raconter comment je vais la mettre en place, ben, je kiffe que ça lui plaise à lui. Et lui, moi, je kiffe trouver la solution pour que ça se fasse. Lui, il me dit, OK, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de ça. Il me dit, écoute, j'ai trouvé J'ai que ça. ça. Il est content de me dire, OK, on a réussi à trouver un truc ensemble. Ouais. Donc, là, on est sur quelque chose où je comprends ce que tu veux dire. Je n'y adhère pas, dans le sens où sur la forme, nous sommes complètement d'accord. Il y a des choses dans ce film qui ne reflètent pas ce que... qui sont, comme par exemple cette finalité de punchline, ça reflète juste du goût. C'est pour kiffer. Tu vois? Et parce qu'on a envie de diversifier. Ça te plaît, mais toi, ça te plaît, toi? Moi, je kiffe. Tu vois, mais dans un sens, heureusement que ça ne nous ressemble pas, parce que tout ce qu'on raconte là-dedans est quand même assez horrible, et c'est même l'inverse de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on est. Moi, par exemple, là, je parle en tant que comédien, j'ai toujours trouvé facile de jouer le méchant, puisqu'il me suffit d'aller à l'inverse de ce que je suis, en fait. Et même, tu peux aller même plus loin que certains mecs, en fait, parce que il y a un peu, j'ai parfois ce qu'on appelle comment ça s'appelle cette connerie? Ça m'a passé, mais des phobies d'intention, je crois, un truc comme ça. C'est qu'en fait, tu as peur de plein de trucs, de devenir plein de choses, tu vois? Parce que tu vois plein de choses et en fait, il suffit qu'en fait, quand je joue, eh ben, que je me laisse aller à ce genre de phobie, tu vois? Et c'est tout l'inverse de ce que je suis et de ce que je représente. Et je pense qu'il y a aussi une manière dans ce film d'exprimer ce qui nous ferait peur aussi. Oui. Une femme enfermée, des cannibales dans une campagne, des choses comme ça, quoi. Heureusement que c'est loin de nous. Comme je te dis, ce que je dis de la manière avec laquelle je le dis, en ayant revu le film, Dieu merci, je ne suis pas devenu aveugle entre-temps, en ayant revu le film, ben, j'ai aucun problème, en fait. Et j'ai laissé passer du temps, tu vois, je regardais pas. Maintenant, je peux aussi entendre que une personne qui regarde le film le ressente différemment ou quelqu'un qui me connaît, ben, tu vois, typiquement, ma fille, une de mes filles me dit, papa, tu sais quoi, c'était quand même chelou. Alors, c'est bien et tout. Quand ma fille me dit, papa, c'est bizarre parce que... Ta fille de 17 ans? Oui, me dit, qui est très influencée cinéma. C'est vraiment ma fille là-dessus. Hein,
C'est avec elle, je peux discuter de cadre, de plan, de focal qu'on a utilisé. Les chiens ne font pas des chats. Et du coup, elle me dit, j'ai kiffé de ouf. Elle me dit grave et tout. Je l'ai regardé 2 fois et tout. C'était trop bien et tout. Elle me dit, j'ai kiffé et tout. On est vrai, c'est immersif, tout ça. Bref, elle m'a fait son avis, tu vois. Mhm. Mais elle me dit, par contre, c'est à la fin, quand je vois marqué écrit et réalisé par Joseph Ali, Mhm. ça me fait bizarre parce que c'est pas mon père que je connais qui pourrait dire ça. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre Mais chose. du coup, c'est quelque chose que j'ai vu revenir. Ça, c'est ma fille qui me connaît d'une certaine façon. Mais il y Oui, a oui. énormément de gens dans mon entourage qui me disent, franchement, c'est bien. Je me suis pas ennuyé, j'ai kiffé, c'était divertissant et tout. Mais je t'ai pas retrouvé dans le film. Eh ben, Donc, voilà. je comprends. Non, je suis désolé. Les 2 films que j'ai vus, eh ben, je continue à croire que c'est pas toi. Ça me va. Et franchement, je continuerai à te remercier d'avoir pris le temps de les regarder. Mais Mais arrête, putain, c'est normal. non, Putain, mais c'est c'est réel, normal frère. qu'on voit des C'est ça qu'il films. faut comprendre. C'est que Normal. le premier, Jean Moulin l'Abbé Pierre, ma mère a regardé 4 minutes. Elle m'a dit, hey, mon fils, tu es beau, mais ça me saoule. C'est quoi? Moi, je sais déjà que dans mes 2 prochains projets, si Dieu me permet de les réaliser, si j'ai la force et que j'ai le budget aussi, je pense que l'un des 2, qui est celui qui me tient le plus à cœur, puisque c'est un projet personnel, je pense qu'il va pas parler à beaucoup de monde, mais je pense que là, tu apprécieras parce que je crois que dans chaque plan, parce que du coup, je peux pas être au cadrage puisque je joue dedans, donc je suis obligé de donner des instructions de cadrage, donc je sais déjà ce que j'aurai. Dans chaque plan, tu vas pouvoir retrouver vraiment ce que... En fait, comme je dis, c'est peut-être bizarre, hein, mais je me permets de le dire. Depuis tout à l'heure, toi, tu es provocateur, donc j'ai aussi le droit de... Ça va être, je crois, la première fois depuis 2002 ou 2003 que je vais faire un film. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu une très mauvaise note et ça a été mal reçu, mais après, des gens ont apprécié des années après. Mais je vais faire un film en me disant, je m'en fous de vous divertir. J'ai juste ça à vous dire, en fait. Il n'y a pas la contrepartie. D'habitude, quand j'écris, je me prends la tête à ce qui est la contrepartie. En fait, je me dis toujours, faut quand même que je leur donne quelque chose. Je ne veux pas juste leur parler. Je veux aussi les divertir un peu. Et si derrière, je peux leur glisser 2-3 disquettes, ça passe. Mais là, dans le prochain truc que je fais, c'est intégralement ce que tu dis. Tu vois, quand tu m'avais dit, je n'oublierai pas, tu vois, moi, je n'oublie pas, je fais style, mais je n'oublie pas ce qu'on me dit. Tu Je n'oublie m'avais pas dit non plus. que le dialogue de fin de Jean Moulin, il y a des moments qui, là, t'intéressaient. Ouais. Et en fait, je sais, je te le dis, en te regardant là dans l'écran, je sais de quoi tu parles. Tu as raison sur un point, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur derrière la sincérité que ça engage. Parce que là, ce serait une discussion philosophique sur la sincérité. Et une des choses que j'estime faire, c'est d'être sincère. Et pour être sincère, je ne me mens pas. Quand je relis le scénar, il y a des moments où je le lis comme si je le lisais en tant que lecteur. C'est pas le scénar, c'est le Ou même, plan. C'est oui, le plan, mon cher Joseph. mais il y a C'est des le plans que quand je les regarde en tant que réal, je me dis, ça m'arrive de regarder un plan, de me dire, putain, là, tu te branles quand même. Oh, ça oui. Des fois, il finit son truc, il est là. C'est ça, on fait du cinéma, les gars. Ouais. Oui, Là, ça m'arrive. Il y a des moments où, tu vois, le mec, on m'a cassé les couilles. Ouais, t'es obligé de le montrer en train de marcher de là à là. Ouais, j'ai envie de Non, montrer un mec qui marche. mais Ouais, non, c'est pas ça. c'est mon truc. Je sais pas comment. Ah, je n'ai pas de. Je n'ai pas. Mais tu Mais sais, j'ai pas de compris, solution. hein. C'est T'as ineffable, compris. comme on dit en C'est le littérature. plan. Il y a un truc dans le plan qui nous fait croire que là, tu te dis, moi, le mec, je le connais pas. Hein. Joseph, comment il s'appelle? Joseph Ali.
il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc qui fait que dans le plan, ça parle à tout le monde. Tout le monde. Et tu te dis, waouh, ce mec-là, je le connais pas, mais j'ai envie de le suivre. D'accord? C'est un truc. Et moi, j'ai l'impression que ce truc-là, de temps en temps, je le vois dans Jean Moulin, je le vois dans L'Enfer est dans le pré, mais je le vois pas pleinement. Je viens de penser à un truc, en fait, parce que des fois, je me dis, c'est vrai que Joseph écrit le scénario, mais je lui fais des suggestions, des choses comme ça. Après, je participe à l'organisation et tout. Mais des fois, je me demande s'il n'y a pas plus aussi parce que moi, je suis un créatif aussi, et Joseph, il sait que Oui. quand il y a trop de créatifs ensemble, c'est chiant, parce qu'en général, ça s'accorde pas, l'un veut l'autre, alors que là, nous, on arrive plutôt bien à s'accorder. Des fois, je me demande s'il n'y a pas plus qu'on ne croit, peut-être de moi qui est peut-être influencé Joseph et vice-versa, tu vois, mais et qui fait que les choses s'accordent, ou peut-être, comme toi, tu le ressens, des fois, ne s'accordent pas. Mais au final, c'est pas grave, parce que je me dis que, tu vois, ces deux films servent aussi de laboratoire pour l'un et l'autre, d'expérimentation de choses. Et ce qui va être intéressant, je pense, parce que là, pour l'instant, ben, nous n'avons plus de projet en commun, c'est pas d'embrouille de rien, c'est juste que chacun part, en plus il y a la distance, chacun part un peu de son côté faire ses films. Ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi chacun vers où on part, et si ça se trouve, à un moment, on va se retrouver, et ce genre de choses. C'est ça aussi que je me dis, peut-être que moi, j'ai ma vision, moi, je m'efface quand même face à Joseph, parce que sur certains trucs, parce que c'est lui qui écrit, qui écrit les dialogues, tout ça, qui met en scène. Et puis moi, mon truc principal, c'est jouer, il le sait bien. Mais après, il y a des fois, vu que je suis dans l'organisation, je fais des suggestions et tout ça, et alors, peut-être que des fois, bah, ça se ressent. Moi, j'ai pas ce truc-là, mais voilà, au final, c'est des gros laboratoires d'expérimentation aussi, ces deux films. Mais C'est là, ça qui tu est viens cool. de mettre le doigt sur un truc qui est très important aussi. Et chacun s'est nourri du truc de. Je pense qu'en fait, tu sais, au début, tu parlais de collaboration, mais au-delà Les de deux films, je l'amitié. les ai écrits pour Guillaume. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et au-delà de l'amitié, attention, c'est pas un gros mot que je dis, il y a un échange de bons procédés aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, Et il l'a très bien dit. Il a dit, Guillaume veut jouer, moi je vais réaliser. Bah tiens, qu'est-ce qu'on ferait si on mixait les deux? Tiens, ça peut être une bonne idée. et tu vois, et moi, ça, si tu veux, et là, réellement, là, par contre, ça répondra en partie à ton argumentation et à ce que tu as dit. Il ne faut pas oublier que là, réellement, j'écris pour Guillaume. Oui, c'est vrai, oui, non, mais C'est oui. vraiment, c'est-à-dire que j'écris pour mon copain. Quand je dis j'écris pour mon copain, pas pour lui faire plaisir, mais je sais que c'est un projet à deux, ça doit nous parler à deux. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, j'écris une scène, je lui dis la scène, il me dit, ouais, tu peux pas faire un truc un peu mieux, un peu plus, tu vois, machin, avec plus de, tu vois, je sais pas, là, on le met au sol, je sais pas, machin, tu peux pas nous faire un Mais truc. chacun se nourrit de l'autre aussi, parce que par C'est exemple, ça. j'ai retrouvé des trucs dans l'écriture, où par exemple, quand j'ai réalisé là, mon dernier, je sais que j'ai utilisé la méthode de répétition à fond à Joseph. Tu vois, des fois, je lui demande, l'autre fois, c'était le mixage son, il m'a aidé. L'autre fois, il me parle d'un plan, il me dit, ah putain, faudrait que je fasse un plan comme ça. Je lui dis, Insta 360, par exemple. Il me dit, ah bah, je lui montre les vidéos. Ah ouais, bah vas-y, go. Parce qu'en fait, on s'alimente l'un l'autre sur Voilà, tu vois, sur ce qu'on fait. moi, j'étais avec mes assistants. Je crois que ces mecs-là, ils pensent que je roule sur l'or. Il y en a, il me fait, ouais, moi, je pense au steady, on le fait. OK. Alors que moi, je vais lui sortir un caddie du fin fond du garage et je lui dis, tiens, t'as ça. Et mon autre assistant, je lui dis, ouais, on peut pas faire voler un drone dans Paris. Il me fait, s'en bat les couilles, on le fait démarrer à l'arrache, on le perd, on l'a perdu, c'est pas grave. Ouais, mais c'est interdit. Comment vous faites Non, avec ça? mais non, nous, C'est pour ça que je vais trouver une solution, Et lui, parce que moi, j'ai expérimenté ailleurs, autre et lui, chose. il me dit, tu sais quoi, j'ai vu des trucs, l'action cam, du coup. Je dis, ouais, c'est vrai, l'autre m'en a parlé, mais j'ai négligé parce qu'il était surtout bloqué sur le Et je Steadicam. vais montrer les vidéos avec les perches. Mais je vais Oui, venir, c'est tu vois, j'ai eu tout un débat avec ma femme sur mon prochain film que Joseph a vu, qui est quand même chargé, enfin, qui évoque pas mal de thématiques. Tu vois, je lui dis, bon, des fois, j'ai un peu peur de la manière dont ça va être interprété. Et ma femme me dit,
tu vois, moi, les satires, la vraie signification, des fois, je la mets souvent à la place d'un spectateur. Bon, tu sais que tu n'aimes pas un peu lambda, tu vois, qui regarde le cinéma, on va dire, pour se divertir. Elle me dit, mais je pense qu'il y en a qui regardent et qui s'en foutent du sens, enfin de ce que tu as mis en place pour t'exprimer toi au milieu de la fiction et tout ça. Je dis mais c'est quand même dommage de juste en fait j'étais là à lui dire mais en fait les gens qui font ça consomment sans rien apprendre. Elle me dit bah oui il y en a qui consomment sans rien apprendre. Mais je lui dis mais C'est faux. En fait, ce que C'est j'essaie de faux. lui expliquer, c'est que je lui ai dit pareil, je lui ai dit c'est faux parce que de toute façon, normalement, par la technique et le scénario et certains trucs, normalement, tu aiguilles le. J'ai lu tout un bouquin là, assez simple, le manuel de survie du vidéaste, qui t'expliquait qu'en fait, tu as des codes préétablis qui inconsciemment indiquent le spectateur vers quoi tu veux aller. Par exemple, la couleur verte, c'est le complot ou pas mal de choses. Et je lui dis, elle me dit, oui, mais ça, les spectateurs, ils s'en foutent tous ces détails. Et je lui dis, bah non, puisque si j'avais pas mis ça, par exemple, à ce moment-là, je ne dirais pas où ce que vraiment j'ai envie d'exprimer ou comment j'ai pensé la chose. Tu vois, enfin, peut-être que je me perds dans mon explication, mais Non, mais, moi, j'ai bien compris. mais c'est que peut-être, ouais, il y a des gens inconsciemment pensent aussi qu'ils consomment juste le cinéma et que ne veulent pas des fois saisir les sens cachés, enfin pas les sens cachés ou vraiment ce que tu as cherché à exprimer. Ils ont passé un bon moment et puis ça leur va peut-être, je sais pas. Ça me questionne, notamment sur le prochain. Est-ce que l'enfer est dans le pré, c'est une espèce de prétexte pour d'autres projets en devenir? Oui, je pense que moi j'ai besoin, je l'ai souvent dit, qu'à chaque tournage, que ce soit en tant que producteur, réalisateur, j'ai besoin d'apprendre un nouveau truc. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le format film d'horreur me permettait, en quelque sorte aussi, d'expérimenter certains trucs pour d'autres projets que j'ai déjà imaginés et que je savais pas tellement comment faire ce truc-là. Et via Joseph et les collaborateurs, toute l'équipe qu'il y avait, que je remercie encore une fois, me permettent de concrétiser d'autres visions pour en arriver certainement au même endroit que Joseph. Et je me dis qu'avant d'y passer, enfin, il y a encore un peu le temps, mais je pense que je vais faire un long métrage, c'est sûr. Même s'il est autoproduit, ce qu'on veut à la following, mais je vais y arriver tôt ou tard. Peut-être que j'en ferai qu'un, hein, et peut-être qu'après je me dirai fais chier, mais non, ouais, je pense que c'est chaque petite pierre qui nous fait monter un petit peu. C'est Joseph qui me le dit ça souvent. Il me dit on avance, il me dit on avance, mec, on avance, voilà. Et chaque petite étape à gravir, peut-être on n'a pas les mêmes objectifs à la fin. Moi, c'est plus de jouer. Et puis après, chaque fois, il me dit non, mec, maintenant t'es passé de l'autre côté. Il me fait comme ça. Tu veux faire des films. Il me dit, Oui, parce que tu as des choses à dire aussi. Donc, voilà, et tu as compris. Et le problème, c'est que tu es débrouillard, mon Guigui. Donc, tu as compris comment faire. En plus, tu te prends la tête sur des trucs où je te dis. ah oui, par exemple, lui, on n'a pas la même vision de certains. Enfin, quand vous verrez le prochain, Joseph, il me dit ça, c'est pas du montage. Ça. Je lui dis putain, je me fais chier au montage. Il me dit ça, c'est des effets spéciaux. Ça, c'est pas du montage. Ça. Oui, puisque moi, tu sais, je suis très organique dans ce que je fais. Si je dois montrer un truc qui se coupe, j'aimerais bien qu'on le coupe en vrai. Tu vois, j'aime bien. Voilà, j'aime pas. Non, mais l'histoire du crash zoom dans l'œil, là, tu m'as fait, mais ça, c'est tes trucs, ça. Oui, non, mais surtout que je sais comment lui il le fait techniquement. Il se prend la tête, tu vois. Il se fait calque sur calque. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. Tout ça pour dire qu'en fait, chaque projet, moi, comme je t'ai dit en tout début d'émission, je me sens vivre uniquement quand je tourne ou quand je suis en train de faire un film. Ah Quand oui. je tourne ou quand je le monte ou quand je crée le truc. Et je vais te dire, ça va jusqu'où. Tu vois, des fois, tu marches pour aller d'un point A à un point B. Moi, si j'ai pas un film dans ma tête pendant que je marche de ce point A à un point B à cogiter, des plans à cogiter, comment je vais mettre ma caméra, comment je vais réaliser ça, comment je vais écrire, comment on va le jouer, Si j'ai pas ça, je me sens super pas bien. Et puis t'as pas le moment, moi, il y a des fois où ça me saoule.
Tu sais, tu vas te coucher, puis là, comme dirait, je crois que c'est Agnès Jaoui qui dit ça, quand ça gratte, faut écrire, tu vois, ou un truc comme Ah ça, quand oui. ça gratte. Et genre, tu vas t'endormir, et là, t'as le déroule et les plans qui arrivent dans la tronche. Alors moi, je me réveille, j'écris vite fait, je me dis, bon, ça va aller. Allez, je me repose, putain, il y en Non, a non, un non. autre qui arrive, et vas-y. Et après, je me lève 1 heure, 2 heures, j'écris tout ce que j'ai dans la tête pour m'y sortir. Parce que, en fait, c'est un besoin, enfin, c'est même pas un besoin, c'est presque une contrainte. Il y a des fois, il y a des trucs, ça va sortir, il faut que ça sorte, mais et puis, par exemple, j'avais tout un scénar dont Joseph connaît les tenants aboutissants, qui me perturbait, en fait, avec plein d'autres choses. J'avais d'autres choses à faire, mais je prenais des notes, et à un moment, je me suis dit: «Putain, je m'assois, j'écris ma V1 jusqu'à ce qu'il y ait marqué fin, et au moins, je peux le ranger de côté». Ça, il l'a pris chez Joseph, tu Ah vois. oui, et j'ai écrit fin. Alors, il doit y avoir plein de fautes, il doit manquer plein de trucs, mais au moins, j'ai écrit fin de la V1 et j'y reviendrai quand j'aurai le temps et les sous, surtout celui-ci. Mais sinon, ça te bouffe. Enfin, c'est Ah, prenant, voilà. quoi. Ou le Mais tu nombre de fois où savais tu marches. Pardon. mais tu savais exactement pour quelle raison tu avais écrit ça? Ah oui, 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 parce que c'est c'est comment? Une. Alors, le truc de base, ça part d'un côté fan d'un certain genre cinématographique, où je m'étais toujours dit, j'aimerais faire un film comme ça. Et c'est parti, ça va te faire rigoler parce que ça va être en lien avec la conversation qu'on a eue il y a 2-3 ans, parce qu'après, c'est parti avec des aspirations religieuses pour traiter les différentes visions du mal, on va dire. Ça va confronter plusieurs points de vue Le entre. rapport au péplum, pour le coup. Alors, c'était plus là au rapport que j'ai avec la religion, tu vois, D'accord, dans mais ce sens-là, dans le rapport avec la religion, et ça va traiter en fait, sous couvert d'une histoire un poil horrifique, je vais pas le cacher, euh, plusieurs formes de mal, tu vois, un mal originel, un mal incarné, un mal qu'on aurait quelqu'un qui serait devenu mauvais par la force des circonstances. Enfin, il y a différents personnages qui s'arquent comme ça. Voilà. Bon, je ne dis pas plus. Voilà, c'est un peu une allégorie du mal. Voilà, tu vois la différence qu'il y a entre Guillaume et moi. Moi, je veux écrire une histoire d'amour sur des gens qui essaient d'avoir un bébé. Tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu vois, je trouve c'est avec l'âge on est plus énervé, tu vois, quand on est. Enfin, moi, je suis un peu plus jeune que là, et on est encore. Et ben, que je vois qu'avec quelques années, et depuis qu'il y a le petit, je me détends un peu plus, tu vois. J'essaie Non, mais d'être je te plus dis ça, positif. je rigole parce qu'en fait, les derniers trucs que j'ai écrits, c'est un épisode de la série, c'est l'épisode 2. Parce que je t'avais dit, j'ai écrit le 1, le Oui. 3, le 6, et il me fallait le 2. Du coup, là, j'ai écrit l'épisode 2 de la série. C'est une série avec un détective privé. Et puis, il y a tous ces scénars qui finissent dans le fond d'un tiroir ou dans un dossier sur l'ordi, en fait, qui verront sûrement Moi, jamais le j'écris jour. tous les jours, Samir. Soit j'écris, soit j'écris un scénario qui est en cours, soit je suis en train de le mettre en place, tu sais, de préparer mon découpage, mes idées de plan, mes trucs. Mais il n'y a pas un jour, même le dimanche, et ça, même les gens proches de moi ne le savent pas, mais même le dimanche, j'ai un moment donné où je vais aller écrire, mettre en place des scènes, préparer un truc. J'ai... Laisse tomber. Mon Samsung Mais Note, moi, il est plein pareil, bah là, on voit pas, mais il est plein de notes, de trucs, de pareil. début de scénar, de machin, d'idées. Ça passe par, je sais pas, une illumination, un truc, tu te mets à penser, tu marches dans la rue, tu vois un truc qui t'a marqué, tu fais, ah putain, Et ou après, une tu sais, situation que tu vis, que tu as envie de raconter. Tiens, l'autre fois, l'acteur, tu sais, que je t'ai raconté, là, le truc. mais tu vois, voilà, tout connement, en fait, Samir, je vais être franc avec toi sur le ressenti et la façon de dire les choses. C'est très con. Toi, tu vas voir, on va nous montrer la même image, à toi et moi. Et beaucoup de gens le font. Il y a par moments où, en fait, toi, tu vas avoir un point de vue, l'autre va avoir un point de vue. Mais il existe aussi une autre alternative, c'est que toi, tu as un point de vue et que l'autre te dise, en fait, j'ai 2 points de vue différents. Et là, je vais dire ça. Et pour rebondir à ta dernière question, et après, moi,
j'ai quasiment fini sur ce que j'avais à dire sur le film. Pour rebondir sur ce que tu avais dit par rapport au punchline, parce que c'est resté dans ma tête. Je le fais pas tout le temps quand j'écris. Et il se trouve que là, j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire là. Pourquoi j'ai envie de le faire? Parce qu'il y a des fois où tu as envie de juste... Tu sais, des fois, tu vas faire un tableau avec le pinceau et juste à la fin, tu te dis, tu sais quoi, je vais rajouter des nuages, je vais les faire avec les doigts. Comme ça. Parce que j'ai envie. Et après, ce qui est beau, ce que moi, je trouve beau. Après, quand je dis c'est beau, c'est de mon point de vue, encore une fois. Je dis ça pas pour Samir, mais pour les gens qui regardent. Quand je dis beau, je dis de mon point de vue. Ce que je trouve beau n'est pas forcément ce que d'autres trouveraient beau. Mais ce que je trouve beau, parmi les choses que je trouve belles avec le cinéma, c'est que des fois, un mec va faire un film pour te dire quelque chose. Je l'ai vécu avec Fritz Lang. Mais moi, ma sensibilité de ma vie à moi, mon vécu, mon contexte, va me faire ressentir autre chose que ce que lui a voulu que je ressente. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce qu'à partir du moment où tu ressens quelque chose, moi, ça me va. Mais après, si tu ressens quelque chose au point où tu veux me demander à moi ce que j'ai voulu dire, je te le dirai. Si tu estimes que on est en adéquation entre ce que j'ai dit et ce que tu as vu, c'est génial. Sinon, c'est pas grave. Tu as ressenti des choses, eh ben, je suis content. Moi, en fait, c'est ma seule expectative, en fait, déjà, comme tu sais, Guillaume, il y avait un truc où peut-être il a peut-être pas au début, j'avais ressenti comme il comprenait pas un peu mon détachement, mais j'ai eu une libération quand on a fini de tourner et quand j'ai fini le film, en fait, quand j'ai fini de le monter. J'ai eu une libération parce que, en fait, je m'en foutais. Guillaume, en tant que producteur, il a fait son rôle jusqu'au bout, puisqu'il était attaché aussi à la réception du projet. Et moi, j'ai une particularité, c'est qu'à partir du moment où j'ai validé le dernier montage, le final cut, ouais. Je m'en fous. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis d'accord avec ce que j'ai dit, je l'ai réécouté, et à partir de maintenant, ça ne m'appartient plus, ça vous appartient. Exactement. Voilà. Je voudrais te remercier et remercier tous les critiques. Attention, quand je dis critique, c'est ce que vous avez vu et cette façon de questionner et je pense que, vous l'avez vu, on l'a pas mal pris, on ne s'est pas senti agressé parce qu'il n'y a pas lieu de l'être. Mais non, parce que c'est sincère et construit. Voilà, donc oui, pas, que je sois d'accord ou pas avec toi ou les avis que tu peux avoir ou ton point de vue critique, etc., tes questionnements. Il y a une chose pour laquelle je tiens à te remercier, et je remercie tous les critiques que j'ai eu à lire et à voir dans ma vie, c'est que vous m'avez permis, consciemment ou inconsciemment, de nourrir la machine. Oui. Et des fois, c'est avec des petites remarques. Ouais, mais Joseph, ce dialogue, est-ce qu'il était gratuit? Ce truc, est-ce qu'il est... Et là, quand je fais le prochain, il y a un moment donné, des fois, c'est tout con. J'écris une phrase et je me dis, t'as pas oublié, t'avais dit ça. Tiens, c'est marrant, là, on va penser. Moi, c'est marrant parce que pour celui que j'ai fait, j'étais là au storyboard, tu vois. Attends. Parce que moi, je suis comme Joseph, j'entendais parler, je suis très mauvais en storyboard, donc je l'ai fait avec un ami. Tu vois, je me suis dit, ça, il faut que ça représente quelque chose, tu vois. J'ai encore les feuilles là pour faire le montage. Et je me suis dit, tu vois, et pourquoi je mets dans ce sens-là? Et pourquoi je fais ci? Et qu'est-ce que ça représente? Et en fait, bon, parfois, les gens testent à qui j'ai montré. Ça avait peu d'importance, mais il y en a certains qui m'ont dit « Ah, j'aime bien cette idée, tout ça. » Et j'ai essayé d'avoir vraiment des significations pour chaque point de vue, pour chaque chose, pour que ça représente. Et d'une certaine manière, c'est via tous ces films qu'on a fait, qu'on a vus aussi, et on s'adapte et on s'améliore. Et puis de toute façon, là, chacun en plus part de son côté. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous aurez encore plus de films à voir dans l'année qui va arriver, de chaque côté. Donc, voilà. Voilà. C'est une bonne chose. Et vive la création. Mais merci à toi. Ouais. Et merci à tous. Et merci à mon Guigui, parce que c'est mon merci à toi aussi. Au quotidien.
Et merci YouTube aussi de nous permettre de diffuser gratos. Quand même, ça sert bien, ça. Et c'était un plaisir, en tout cas, de parler avec Guillaume et Joseph sur ce film. Merci à toi. Et on va dire que il n'y a pas de point final. 3 points de suspension, parce que je pense que d'autres films vont arriver et on continuera encore à en discuter comme il se doit. Et générique. Upper rise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.